Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, après 13 années de difficile maintien de la paix, la mission des Nations Unies a officiellement quitté la Côte d'Ivoire ce vendredi 30 juin 2017. Bilan dans ce journal. Hausse de 18% des crédits octroyés par le secteur de la microfinance dans l'espace UEMOA. L'évolution la plus significative a été enregistrée en Côte d'Ivoire avec 51,9%. Et puis le taux de croissance du PIB projeté à 7% en 2018 au Sénégal. Il sera porté par le raffermissement des secteurs secondaires et tertiaires notamment. La mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire a plié bagage ce vendredi 30 juin 2017. Autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2004, son mandat a été ponctué de controverses. On fait le point tout de suite avec Mélina Bokassa. Fin de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Elles étaient arrivées en février 2004 à Abidjan pour une mission d'1 an. Elles seront restées un peu plus de 13 ans. Ce 30 juin marque en effet la fin de cette force dans le pays. Nous sommes fiers du travail accompli par tous les agents. Ils ont contribué au retour et au maintien de la paix. La mission a été un vrai succès. Après un coup d'État manqué contre l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo en septembre 2002, la Côte d'Ivoire a connu une décennie de crise politico-militaire. Elle a été marquée par des affrontements entre des rebelles des forces nouvelles au nord et les forces loyales au sud de 2002 à 2011. L'épilogue de cette décennie aura été ponctué par la crise post-électorale de 2010 à 2011, une crise qui aura fait plus de 3000 victimes. Il était temps de passer à une autre étape, de permettre à ces troupes-là de se retirer, de se consacrer à d'autres choses, et que les ressources qui servaient à cela, une partie viennent en Côte d'Ivoire, et que d'autres contribuent à favoriser le développement ailleurs dans le monde. Cela dit, il y a bien entendu toujours des risques, il y a des incertitudes. Dans aucun pays, il y a une sécurité absolue, il y a une stabilité absolue. Il revient face aux défis aux Ivoiriens et à leurs partenaires de prendre conscience des limites aussi à ne pas souvent franchir. Pour rappel, l'ONUCI a succédé en 2004 à la force de la CEDEAO et de l'armée française afin de faire respecter les accords de paix. En 2012, la mission comptait près de 10 000 hommes. Elle aura coûté à la Côte d'Ivoire 3 900 milliards de francs CFA. Kigali, la capitale rwandaise, accueille jusqu'à ce 1er juillet 2017 la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export Afrexim Bank, une 24e session qui a pour thème stimuler le commerce et la transformation économique. Marie-Angèle Toré, notre envoyée spéciale sur place, a rencontré un des participants. Il s'agit du Nigérian Sonny Ayire, président de Dunlaren Merify. Regardez. La 24e Assemblée générale d'Afrexim Bank, la banque africaine d'import-export, se poursuit ici à Kigali, au Rwanda. Parmi les participants, un invité, Sonny Ayire, vous êtes président de Dunlaren Merrifield. Notre invité s'exprime en langue anglaise et cette interview va donc se dérouler en anglais pour son confort. Nice to have you here. Thank you. What are your expectations when you attend an event like this? I think what we try to do is to network. You want to network, you want to meet more people, you want to learn. You want to see what the strategy of Afrexim Bank is going forward, and that you find a way to actually key into that. But it's mainly a networking event, you know, where people share ideas of what's going on in Africa. Obviously, the theme for this one is inter-African trade, and the whole idea is how do you finance that and grow it. And so what we're looking for basically is to get a better understanding of what Afrexim Bank is doing so that institutions like ourselves can also key into that. And when you speak to other participants, what are the key ideas that you want to share with them? I think for most people, it depends on where you're coming from, whether you're from the banking side or from the borrower side. But I think and one of the good things about Afrexim is they can play that intermediary role, which effectively allows us to actually work better. So to give an example, you take someone like an Afrexim bank that has a Baa1 credit rating, which is very high. An institution like that basically working with another, say, company that's trying to raise money offshore and then bringing in some people like us who are the investment banks, putting a good structure together can actually raise money for that company at a much lower price than if
the company had gone to the market itself. And finally, thank you. And finally, did you find new partners here in Kigali? Absolutely. That's what we're here to do. Find new transactions, new deals, and so far, so good. So far, so good? With who? That will be telling. Thank you so much for answering those questions. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc une interview réalisée dans le cadre de la 24e Assemblée générale annuelle d'Afreximbank à Kigali, au Rwanda. Dans le reste de l'actualité, la production de l'OPEP a enregistré une hausse de 280 000 barils par jour en juin 2017, en raison notamment de la hausse d'une production au Nigeria et en Libye, deux pays exemptés de l'accord de réduction de la production en vigueur depuis l'année 2017 et jusqu'en mars 2018. Les institutions de microfinance de la zone UEMOA ont affiché 1072 milliards de francs CFA au tableau des encours de crédit à fin décembre 2016. Le nombre de bénéficiaires s'est quant à lui établi à 12,73 millions de personnes. Les détails avec Deogracias Podo, commenté par Marcel Farbamaruna. L'encours des crédits de l'ensemble des systèmes financiers décentralisés de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est établi à 1072,6 milliards de francs CFA à fin décembre 2016 contre 904,5 milliards de francs CFA l'année précédente. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest estime que la qualité du portefeuille de crédit de ces institutions est en nette progression. Depuis, les objectifs de développement durable ont été définis. Dans ces objectifs de développement durable, on a mis en place un agenda qu'on appelle l'agenda 2030. Dedans, nous avions des objectifs tels que l'accès aux services dans les domaines de santé, de sécurité alimentaire, de l'éducation, de l'énergie et de l'habitat. La microfinance joue un rôle catalyseur pour atteindre ces objectifs-là, d'où une demande plus accrue. Les hausses enregistrées dans le secteur des microfinances ressortent à 51,9% en Côte d'Ivoire, 50,6% en Guinée-Bissau, 35,8% au Mali, 22% au Burkina Faso, 21,9% au Togo, 7% au Sénégal et 4,3% au Bénin. En revanche, une baisse de 24,2% a été enregistrée au Niger. L'encours moyen des prêts par membre a progressé en ressortant à 84 319 francs CFA à fin décembre 2016 contre 75 132 francs CFA à fin décembre 2015. Vous voyez un peu le nord du Niger, qui est une zone frontalière avec le Nigeria, la zone Boko Haram. Ça influe aussi cette zone du Niger, ce qui fait que les activités génératrices de revenus ne sont pas développées. On connaît des mouvements migratoires, les populations se déplacent de ces zones-là pour aller vers d'autres zones. Donc ces régions sont délaissées, d'où l'impact sur les activités, le développement des activités génératrices de revenus. Selon les experts, les institutions de microfinance en Afrique gagneraient à s'investir beaucoup plus dans le mobile banking, l'autre révolution financière qui connaît un franc succès sur le continent. Ils estiment également que les services financiers sur mobile pourraient rapporter au moins 1,5 milliard de dollars d'ici à 2019 et toucher plus de 250 millions de personnes en Afrique subsaharienne à cette échéance. Au Sénégal, le gouvernement table sur un taux de croissance de 7% en 2018, ceci grâce au raffermissement des secteurs secondaires et tertiaires. Le déficit budgétaire devrait, quant à lui, être réduit à 3% du PIB. Les détails avec Idelette Mirabel-Bissot. Le taux de croissance du produit intérieur brut du Sénégal estimé à 7% en 2018 contre 6,8% en 2017. Selon les projections, l'amélioration du PIB devrait être portée par le raffermissement du secteur secondaire qui passera à 7,4%. Au cours de la même période, le secteur tertiaire connaîtra une hausse de 7%. Le secteur primaire, quant à lui, aura un rôle déterminant à jouer dans la perspective de l'atteinte des objectifs économiques, notamment avec l'agriculture et la consolidation de la pêche, de l'élevage et des cultures horticoles. Le taux de croissance du Sénégal va être relevé à cause de plusieurs facteurs. Parmi les facteurs déterminants, il y a les programmes, il y a l'environnement institutionnel et il y a le facteur international. Quand vous prenez les programmes, on sait qu'aujourd'hui l'agriculture du Sénégal connaît un certain dynamisme avec tous les programmes d'accélération de l'autonomie en matière de riz, la relance de la filière arachide avec l'ouverture des exportations vers de nouveaux marchés.
Les perspectives de croissance pour l'année 2017 au Sénégal restent positives avec un taux de croissance qui devrait se situer au-dessus de 6%. La poursuite de la consolidation des marges de manœuvre budgétaires de l'État, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion des PME, ainsi que le renforcement de la gestion des finances publiques sont entre autres des éléments qui vont contribuer à atteindre les objectifs de croissance de 2018 au Sénégal. Du côté de l'environnement institutionnel, cela est important à souligner. Le Sénégal se caractérise par une économie stable, dynamique. C'est vrai qu'en matière d'investissement direct étranger, nous ne faisons que 2% du PIB. Cela est à remarquer, à corriger. Mais quand même, l'APIX fait beaucoup de réformes dans le cadre du Doing Business. Nous avons toujours dans les facteurs de l'environnement institutionnel la stabilité institutionnelle du pays, sa situation sécuritaire favorable. En 2018, le déficit budgétaire du Sénégal devrait être réduit à 3% après les prévisions de 3,7% en 2017. Sur le moyen terme, cette orientation pourra être confortée et le déficit budgétaire devra alors s'établir en moyenne à 3% de 2018 à 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.